Les zones clandestines, en fait, ce soir, traitent d'un sujet épineux, celui de la crise du logement. Petit rappel, le 5 novembre 2018, deux immeubles s'écroulent dans le centre de Marseille, causant 8 morts. Pendant plusieurs semaines, dans toute la ville, des arrêtés de péril sont pris, entraînant une vague d'expulsions sans précédent, environ 3000 familles. Plus récemment, et toujours à Marseille, le 3 décembre, un immeuble s'effondre partiellement après un incendie. 7 blessés légers hospitalisés, titre France Info. Une vingtaine d'habitants ont dû être évacués. Le bâtiment n'est pas connu comme en péril, selon le maire. Pourtant, on peut se poser la question en fait de cette crise du logement. On rase pour faire des bureaux. On parle de crise sociale, crise sociétale, crise du logement. Notre invitée est une femme engagée au franc-parler. Elle a traversé plusieurs vies. Elle a été accompagnatrice sociale, elle a fait de la politique, on peut l'entendre aux grandes gueules sur RMC, présidente et fondatrice de Marseille en colère, elle est également auteure. Femme de combat, j'ai le plaisir de recevoir Kauter Ben Mohamed. Bonjour Kauter. Bonsoir Aurélien et merci pour cette invitation et pour l'intérêt que vous portez à ce sujet qui est primordial pour chaque habitant de notre pays. Donc, c'est moi qui vous remercie. Vous avez donc écrit sur ces drames et les traumatismes qu'ils entraînent. Vous avez raconté les batailles administratives et juridiques pour permettre aux victimes de retrouver un logement. Avant d'évoquer ces à-propos de votre livre 63-65 rue de Bagne, le drame d'une ville méprisée, tradition oblige ici aux zones clandestines. En fait, est-ce que vous pouvez retracer, on va repartir en fait à zéro, pouvez-vous retracer votre parcours familial, votre cursus universitaire et votre travail au cœur de l'actualité? Écoutez, moi je suis une enfant de l'immigration postcoloniale. Mon grand-père et les oncles de ma mère sont venus pour défendre ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale et pour le reconstruire ensuite. Et nous avons hérité, enfin mon grand-père, paix à son âme, a hérité des bidonvilles à l'Estac où étaient avant nous les immigrés italiens. C'est important de le rappeler parce que ce n'est pas cet accueil indigne de ceux qui font la France en bas, de ceux qui exercent les métiers que les Français ne veulent plus au fur et à mesure qu'ils se sont intégrés, sont toujours réservés pour les derniers arrivés, en fait. Donc avant nous, il y avait les immigrés italiens et aujourd'hui, il y a les Roms. Donc je suis née, j'ai grandi dans ce dernier bastion de bidonville au nord de Marseille, qui est devenu aujourd'hui un quartier très embourgeoisé, qui s'appelle l'Estac. Et j'ai eu une enfance heureuse, dénuée de tout confort, bien sûr, parce que nous n'avions pas d'eau, nous n'avions pas de cuisine, pas de chambre, pas de chauffage, mais où il y avait beaucoup de solidarité et beaucoup d'amour. Et donc, ma mère a beaucoup bataillé pour avoir accès à ce elle estimait comme digne, à savoir un logement social dans les quartiers nord. Nous avions hérité d'un logement social non sans mal, et grâce à son courage, sa détermination, et des pots de vin aussi versés à certains fonctionnaires de la Logirem, qui était à l'époque, qui est toujours d'ailleurs un très grand bailleur social. Mais D'accord. lorsque nous sommes arrivés dans ces quartiers nord, nous avons découvert des mentalités qui étaient bien différentes en termes de solidarité et en termes de vie avec les voisins que nous considérions à l'Estac comme notre famille. Et écoutez, ensuite, on a beaucoup déménagé parce qu'on ne s'est pas senti bien, on a été cambriolés. C'était une mentalité qui était assez violente par rapport à là d'où on venait. Et j'ai terminé au fur et à mesure, moi, à être travailleuse sociale. J'ai l'impression que c'est un métier qui m'a choisi, que je n'ai pas choisi. Et j'ai l'impression d'avoir continué à faire ce que je savais faire depuis toujours, à savoir, parce que j'étais l'aînée d'une famille de 7 enfants, l'aînée des petits-enfants de mes grands-parents, puisque ma mère était elle-même l'aînée des filles qui venaient de se marier. Et Oui. en fait, aider les autres, ça fait partie de ma colonne vertébrale. Les soutenir dans leur démarche administrative, pareil, c'est pas un métier, ça fait partie de moi. D'ailleurs, souvent, on me demande pourquoi faites-vous ça? Je n'ai aucune réponse rationnelle à donner, si ce n'est qu'il faut le faire. Voilà. Et donc, j'avais entamé des études de sociologie et psychologie à la faculté d'Aix-en-Provence, qui se trouve à 30 km de Marseille. Et malheureusement, la réalité nous rattrapant, ma mère étant dans une situation à l'époque très précaire, mon père étant parti comme beaucoup de pères, étant l'aîné d'une famille de 7 enfants, je me suis retrouvée à travailler et à devoir abandonner à grand regret mes études. Et encore une fois, même si on a laissé tomber les études, la réalité vous rattrape et vous vous retrouvez à travailler 20 ans, 30 ans après au cœur de ces problèmes sociétaux, qui sont d'abord des problèmes politiques, hein, qui sont à la fois des problèmes d'incompétence depuis 50 ans et à la fois des problèmes de non-volonté de régler ces problèmes dans ces quartiers et de non-volonté. En fait, si vous voulez, ce livre, au fur et à mesure que j'en parle, je me rends compte qu'il pose d'abord le problème de comment, dans notre ville, dans notre pays, nous accueillons
les enfants de l'immigration postcoloniale et aujourd'hui les étrangers. Les étrangers, les personnes qui sont précaires, qu'est-ce qu'on réserve en termes d'habitat, en termes de dignité et dans l'habitat aux personnes les plus précaires de notre société? C'est de ça qu'il s'agit en réalité, parce que ça ne concerne pas les cadres sup qui gagnent 6 000 euros par mois. Ça concerne les femmes de ménage, les agents de sécurité, les familles monoparentales, les jeunes étudiants qui sont aujourd'hui à la limite, au-delà d'avoir faim, d'être SDF et dont certains se prostituent, et des femmes retraitées qui se retrouvent sans le sou à la mort de leur mari et qui n'ont plus les moyens de se loger aujourd'hui. C'est ça la réalité. Politiquement, en fait, vous êtes plutôt à gauche, en fait, ou... Ben, on me définit comme plutôt à gauche, mais moi, très sincèrement, pour être né, avoir grandi dans cette ville, alors c'est vrai qu'on nous fait une injonction quand on porte mon prénom et mon nom de famille, on a toujours une injonction morale d'être à gauche. Sauf que moi, je suis ni à droite ni à gauche, je ne suis pas encartée, je ne suis pas syndiquée. Alors oui, j'ai plutôt une sensibilité dite à gauche parce que je considère qu'en fait, quelqu'un qui est en difficulté, quelle que soit la difficulté, on ne doit pas le laisser au bord de la route parce que c'est un danger potentiellement aussi pour la société demain. Donc moi, j'ai ce que j'appelle moi, en tout cas, une fibre humaniste et je considère que l'humanisme n'est réservé ni à la gauche, ni à la droite, ni à qui que ce soit, que c'est juste une question d'humanité, de solidarité et d'être aussi attentif à l'autre, à celui qu'on ne connaît pas et que des fois, on peut sauver juste d'un simple regard, vous savez, d'une simple aide, on peut sauver des vies sans se rendre compte. Alors vous avez commencé en fait votre activité en fait par accompagnatrice sociale. J'ai noté ceci. Est-ce que vous pouvez le décrire en fait, ça, accompagnatrice sociale, c'est accompagner en fait les plus démunis, c'est ça? Non, écoutez, moi, j'ai eu à faire ce métier. C'était une époque où la mode était d'être en emploi jeune. C'était des contrats précaires réservés aux jeunes. Et on D'accord. avait inventé, enfin, ils avaient inventé cette dénomination pour des personnes comme moi qui faisaient un travail à la fois d'accompagnement social pour les familles en précarité et à la fois le travail d'EduxP sans être encore réellement diplômé pour les adolescents et les jeunes adultes qui étaient en difficulté. Donc, on faisait aussi bien pendant les vacances scolaires, on pouvait faire des activités traditionnelles, culturelles, sportives, etc., etc., mais faire un vrai accompagnement tout le reste de l'année pour les enfants et pour les jeunes adultes qui étaient en échec scolaire, qui sortaient de prison, qui avaient un accompagnement avec la PJJ, donc qui est la police judiciaire de la jeunesse, avec l'ADAP, qui sont les éducateurs du conseil départemental, ancien conseil général l'époque où moi j'y travaillais, qui faisions aussi de l'accompagnement avec des familles en difficulté, que ce soit des familles monoparentales ou des familles avec deux parents, qui avaient des difficultés avec leurs enfants. Et c'est un mix entre assistante sociale, en fait, et éducateur spécialisé de rue. Voilà ce que c'est en tout cas nous, le travail que nous menions, Emploi Jeune, avec ce titre d'accompagnateur social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait un peu le cheminement qui a mené à la jeunesse du livre? Puisque le livre, c'est une réaction spontanée par rapport à un événement ou c'était quelque chose qui vous prenait aux tripes en fait depuis longtemps et que vous aviez envie d'écrire? Moi, j'ai envie d'écrire depuis que je sais lire, tout simplement, parce que je me souviens que dans nos bidonvilles, quand j'ai su lire et que j'ai commencé à étudier l'histoire géo, j'étais surprise à l'époque de ne pas voir des noms comme les miens, en fait. Amlaoui, Ben Mohamed, Ben Mabrouk, El Moudji, écrire les livres. Et je me demandais pourquoi c'était que des Auréliens qui écrivaient. Donc, c'était un questionnement depuis le départ. Et depuis le départ, voilà, j'ai envie d'écrire un livre depuis que je sais lire. Je ne peux pas le dire, mais je ne savais pas sur quoi écrire. Et concernant ce livre, cet été, j'ai beaucoup réfléchi. On est arrivé aux 5 ans. 5 ans, ça s'est effondré le 5 novembre, il y a eu 8 morts. Enfin, il s'est passé tellement de choses, j'ai accompagné tellement de familles que Mhm. je me suis dit que, bon, et moi je vois ces familles en souffrance, je les accompagne encore, qu'elles soient encore évacuées pour certaines, ou qu'elles aient réintégré leur domicile initial, ou qu'elles aient choisi, ou qu'elles aient été obligées d'intégrer un autre domicile qu'elles n'ont pas choisi, mais pour se mettre en sécurité. Moi, j'ai vu ces familles craquer physiquement. J'ai vu des tentatives de suicide d'enfants, j'ai vu des tentatives de suicide de parents, j'ai vu les corps de ces mères, de ces femmes craquer une fois qu'elles ont été mises en sécurité de manière pérenne. J'ai vu ces enfants regarder leurs parents avec beaucoup d'incompréhension, ne comprenaient pas pourquoi ils vivaient ça et très souvent avoir honte d'avoir été victime de marchands de sommeil et d'insalubrité, d'avoir été victime de péril comme si c'était de leur faute, alors que c'est de la faute, dans un premier temps, du propriétaire, souvent du syndic de copropriété, et ensuite de la collectivité, à savoir la mairie, la commune,
dont c'est la responsabilité légale de mettre en sécurité une population, sa population, lorsqu'elle est victime d'arrêté de péril. Et tout ça, si vous voulez, je me posais des questions, EduxP, assistante sociale, accompagnatrice, tout mon passé, vous savez, d'accompagnement, en fait, de ces familles en difficulté. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Je savais pas qu'est-ce qu'il fallait le faire et à quel moment il fallait le faire. Et je vous avoue que, pour être très honnête avec vous, il s'est imposé à moi. J'ai commencé l'écriture, j'en ai parlé avec un éditeur qui m'a traité, pas directement, mais avec son regard de folle, en me disant, bon, ok, je te suis, mais enfin, au vu des délais, parce que moi je tenais à ce qu'il sorte pour le 5 novembre, on est très short, quoi. Voilà. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, laisse-moi un mois. Et donc j'ai commencé l'écriture. On a eu cette conversation le 14 août et j'ai commencé l'écriture le 15 août. Dans ces Et j'ai cas-là, rendu j'ai rendu mon manuscrit le 12 septembre. Donc, il est vrai que j'ai travaillé jour et nuit. Il est vrai que je me suis rendu compte qu'au plus j'écrivais, je me dis, mais comment j'ai pu faire tout ça à l'époque quasiment toute seule? Parce que je me rendais pas compte, en fait, en étant dans le feu de l'action, en bossant 17 heures par jour, que j'avais fait tout ça et c'était nécessaire. Et voilà, et j'ai écrit vite et j'ai tenu à faire participer aussi ces personnes qui m'ont accompagné, que ce soit un des avocats du collectif d'avocats que nous avions monté à l'époque, qui est toujours actif aujourd'hui, que ce soit certains bénévoles, que ce soit des enfants adultes de personnes que j'ai accompagnées qui sont décédées aujourd'hui, ou que ce soit des profils différents de personnes évacuées à des périodes différentes, de secteurs géographiques différents de la ville, de la ville, que ce soit de la rue d'Aubagne, que ce soit le quartier de Noël qui est tout de suite à proximité, ou que ce soit un peu ailleurs, que ce soit des familles qui étaient évacuées en 2018, 2019, 2020, voire 2023 pour le dernier témoignage, elles ont un dénominateur commun, c'est d'avoir été évacuées, que ce soit sous une majorité de gauche ou de droite, dans une incompréhension totale, dans des conditions qui sont hyper violentes et traumatisantes pour le foyer, que ce soit les parents, les enfants ou les grands-mères quand il y a les grands-parents qui vivent avec. Et en fait, les années passent et rien ne sert de leçon malgré toutes les réunions qu'on fait, malgré l'établissement de la charte, malgré l'investissement exceptionnel à l'époque de M. de Normandie qui nous a donné les moyens de travailler, de créer des outils exceptionnels, même s'ils restent pour moi encore largement insuffisants. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas, quand je dis nous, c'est pas nous associatifs, c'est pas nous population, mais la collectivité, les institutions n'arrivent pas encore à faire en sorte que ça se passe le moins mal possible, pour ne pas dire mieux, pour les familles qui sont concernées et leurs enfants. très bien, en fait, on a bien compris. En fait, si on revient sur les faits d'ailleurs de ces immeubles écroulés, en fait, avec derrière eux le drame des familles, en fait, plus généralement la misère sociale, on parle avec un peu de hauteur de l'historique des politiques de logement. Et quand on pense en fait logement en France, en fait, il y a plusieurs voix en fait qui s'élèvent. J'en ai noté quelques-unes en fait, mais deux. L'une, c'est Lionel Primo de la Fédération nationale des associations régionales, directeur de la FNAR, donc, qui a mis en avant quatre enjeux en matière de politique de logement sur la ville inclusive. Et vous me direz en fait ce que vous en pensez. En fait, l'abordabilité, conserver en fait des populations pauvres, des travailleurs urbains en fait avec des populations pauvres, lutter contre l'inflation immobilière et foncière et rendre la ville plus désirable. Alors, sur le papier, c'est vachement beau, en fait, mais est-ce que finalement, la réalité, on n'est pas encore là, hein. On est loin même d'ailleurs de... On est à des années-lumière de ça. Vous savez, le plan Macron annoncé depuis 2021 annonce beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, moi, je le félicite, c'est très bien, c'est un premier pas, mais personne n'arrive à comprendre quand je dis que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il y a plusieurs problèmes qui, qui s'entremêlent, si vous voulez, tel un millefeuille, en fait, qui s'interpose, qui se cumule, vous l'appelez comme vous voulez. C'est que, bon, d'abord, il y a eu cette délégation de compétences, en fait, de l'État à certaines collectivités et que tout est divisé en millefeuilles. Ça, c'est la première chose. Tout le monde se dédouane, c'est pas moi, c'est lui. Ensuite, au départ, il y a eu donc la politique de la ville qui est venue depuis quelques années. Au départ, renforcer les politiques de droit commun. Mais en fait, elle s'est substituée au droit commun et donc il y a forcément des trous budgétaires qui sont absolument hallucinants. Et vous avez dit quelque chose d'important quand ce monsieur que vous avez cité, j'ai pas retenu son nom, excusez-moi, dit que il est nécessaire de garder les centres-villes populaires et mixés. Moi, je souris aujourd'hui à Marseille depuis 2018. Vous savez, moi, je suis dans des bidonvilles, donc j'ai pas découvert le drame du logement insalubre avec cet triste effondrement qui nous a coûté la mort de 8 personnes, enfin de 8 d'entre nous. Moi, je souris parce que je vois aujourd'hui des gentrificateurs
dire qu'ils se battent contre la gentrification. Le quartier s'est extrêmement boboisé, même s'il y a une partie qui reste populaire. Et en fait, l'inflation, qu'on le veuille ou non, elle est là. Il y a tout un pan de la population qui a été relégué dans des quartiers un peu plus pauvres, dans le 3e arrondissement. En fait, pour avoir un ordre d'idée, le 1er arrondissement frappé par des arrêtés de péril à Marseille, et tout ça est public, hein, arrêté de péril, ville de Marseille, vous avez tout qui est classé par ordre d'arrondissement et alphabétique. Donc, c'est le 1er arrondissement. Donc, l'arrondissement où a eu lieu ces effondrements. Le deuxième, c'est le 3e. C'est le quartier de la Belle de Mai. Le quartier de la Belle de Mai, c'est le quartier qui m'a vu naître parce que je suis née, j'habitais physiquement dans les bidonvilles de l'Estac, dans le 16e, mais la maternité des pauvres, des gens, j'aime pas quand on dit pauvres, des personnes précaires, en fait, parce que mes parents travaillaient, mais ils n'avaient pas des gros salaires. Et ceux qu'on définit comme pauvres, c'est juste des gens qui bossent très, très dur, qui travaillent plus que les autres, mais qui sont rémunérés moins que la moyenne, en fait. Et il y a un problème de rémunération depuis le départ. Ça fait 40 ans, bientôt, que le salaire n'est pas indexé sur l'inflation, et donc forcément, il y a un déséquilibre dans tout. À l'après-guerre, le loyer prenait à peu près 30% du revenu du foyer fiscal. Aujourd'hui, le loyer prend 70% du revenu fiscal minimum. Donc, il y a un déséquilibre en termes de pouvoir d'achat, il y a un déséquilibre en termes d'accès au logement tout court. S'il y a aujourd'hui tous ces logements, parce que tout le monde dit « Ah, mais mon Dieu, c'est arrivé à la rue d'Aubagne, mais comment c'est possible ?» C'est possible parce que depuis 2015, le rapport Nicole, qui avait été commandé quand même par un gouvernement de gauche, à savoir celui de M. Hollande, indiquait déjà, alors que c'était une étude partielle et pas une étude complète, et c'était une étude qui portait que sur le parc privé et non sur le parc public. Je rappelle que les bailleurs sociaux ne sont pas exempts de périls structurels et de périls sanitaires, malheureusement, et que j'en traite de plus en plus. J'ai des gros bailleurs sociaux qui eux-mêmes ne respectent pas la loi, tout simplement, pour aller très vite. Et donc, le rapport Nicole en 2015 indiquait déjà que 100 000 Marseillais, soit 10% de la population, vivaient dans 40 000 logements insalubres identifiés. Et depuis 2015, nous sommes en 2023, qu'est-ce qui a été fait à part des effets d'annonce ? Beaucoup d'argent qui est annoncé à Marseille. Mais le problème, c'est que les ministres, les présidents, enfin, vous savez, la gouvernance ici à Marseille, elle a guère changé. Hein. Si vous voulez, tout le monde se renvoie la balle, mais on a eu 25 ans, enfin, on a eu un règne longuissime de Monsieur Defer qui a formé tout le monde, parce que tout le monde est parti à l'école de Monsieur Defer, de ce baron du Parti socialiste de la ville et du pays, parce qu'il a été aussi un peu ministre quand même quelques années, qui a formé lui-même Monsieur Gaudin, qui a lui aussi régné pendant 25 ans sur la ville. Et derrière, nous avons un maire qui s'est autoproclamé, qui est le rejeton de Monsieur Guérini, qui est lui-même le rejeton de Monsieur Defer. Et en fait, on n'a qu'une seule école, c'est l'école de l'incompétence, c'est l'école de la communication sur papier glacé qui est magnifique, mais c'est l'école de la non-action, en tout cas sur le terrain, de la non-action effective et de la non-association des habitants qui sont concernés, des travailleurs sociaux qui accompagnent ces habitants tous les jours, même si on est de moins en moins de travailleurs sociaux sur le terrain à avoir les moyens corrects de travailler, et ils construisent une ville à côté de la ville qui ne correspond ni aux besoins des Marseillais, ni à la réalité financière des Marseillais. Et je vais vous donner un exemple. Depuis 35 ans, il y a un programme qui s'appelle Euromède, qui est censé rénover le centre-ville de Marseille où moi-même j'habite. Ce centre-ville qui est frappé par la plupart des arrêtés de péril, à savoir le 1er, 2e et 3e arrondissement. Aujourd'hui, moi, j'ai des familles qui ont été évacuées dans ces arrondissements-là, qui sont en plein cœur d'Euromède. Et vous avez à droite le bâtiment de Mariama, pour ne citer qu'elle, qui est restée évacuée 5 ans avec ses 7 enfants, dont le logement était tellement en danger, et elle témoigne dans le livre, que le procureur de la République lui-même s'est porté partie civile contre ce propriétaire pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Voilà où nous en sommes. Et sur le trottoir d'en face, c'est le programme Euromède avec des tonnes de béton qui sont sortis de terre, qui sont magnifiques, entre guillemets, si on aime ça, mais bon, en tout cas, qui sont neufs et sécurisés. Mais Mariama n'aura jamais les moyens de payer 1 200 € le T3, T4. Alors, le Et facteur... donc, ils construisent une ville qui n'est pas accessible aux habitants de la ville financièrement. Exactement. On va parler en fait du facteur social parce que c'est vrai que finalement, si on en juge en fait par la phrase, la maxime en fait de l'abbé Pierre, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Facteur d'intégration sociale. Moi, j'ai noté aussi une réflexion de deux, parce que bon, qui me sont propres en fait à mon histoire, mais deux criminologues en fait, Clifford Shaw et Henry Mackay, en fait, qui sont deux ingénieurs sociologues et criminologues qui ont fait une démarche empirique pour
expliquer en fait les mouvements d'écologie urbaine en fait et de délinquance. Quand on parle en fait immigration en fait à l'heure actuelle, c'est un sujet épineux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du logement en fait des immigrés en fait dont finalement il y a toute une classe politique en fait qui en fait qui en C'est déclare la en fait propagande. propagande en C'est la fait. Ouais. propagande et un outil électoral, en fait, électoraliste, sauf que ben, ces politiques, c'est ce que je vous dis depuis le départ, ils sont complètement tous déconnectés de la réalité, et c'est pour ça qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et à qui ils parlent. Parce que quand on dit, oui, ces immigrés qui ont des logements sociaux, moi, je suis morte de rire. Parce que déjà, un logement social, enfin, un sans-papier ne peut pas avoir de logement social. Pour avoir un logement social, il faut avoir un revenu fixe, même si c'est le RSA, même si c'est une allocation handicapée, même si c'est que des ressources de la CAF. Mais il faut avoir un revenu, c'est le critère principal. C'est-à-dire qu'un particulier, vous, moi, si demain nous sommes propriétaires d'un logement, il n'est pas illégal de se faire signer un bail à un sans-papier. Sauf qu'un bailleur social ne peut par définition pas faire un bail, enfin établir un bail à une famille de sans-papiers ou à un sans-papier isolé ou à un mineur isolé, parce que ce dernier ne peut pas justifier d'un revenu régulier officiel, parce qu'il n'a pas de papier. Et donc, Hmm. si vous voulez, tous ces gens qui parlent de ça et qui en font ben, pour le reste, moi j'ai découvert avec cette lutte, si vous voulez, et c'est ce qui m'a effarée, c'est pour ça que la première chose que j'ai faite quand j'ai créé Marseille en colère, et même avant de créer Marseille en colère, c'est de travailler avec des avocats qui ont des compétences plurielles, des pénalistes, des avocats ben, justement qui sont spécialisés dans les droits des étrangers, dans le droit du logement, dans le droit institutionnel et administratif par rapport à ce secteur que je vous disais, au remède, parce que ben, il y a beaucoup de logements qui sont sous arrêté de péril structurel, qui sont situés dans ce secteur géographique, et ils ont tous travaillé ensemble. Et pourquoi cette bataille juridique? Parce que je me suis rendu compte que malheureusement, sur 100 personnes qui sont concernées par une évacuation en situation de péril, les 100 ne connaissent pas leurs droits. Hmm. Et ça m'a effarée. Parce que bon, moi, je suis issue pas du péril structurel, mais du péril sanitaire, de l'indignité, de l'indécence, vous appelez ça comme vous voulez, parce qu'un bidonville, c'est tout sauf une habitation. Et j'ai été frappée de voir que personne ne connaissait ses droits. Donc la première bataille, c'était d'expliquer, de recevoir les familles, de les informer sur leurs droits, sur la réalité de la situation, de leur dire, vous avez le droit de vous défendre, vous avez une batterie d'avocats à votre disposition, il y a tel formulaire, parce qu'on a établi des formulaires par catégorie de personnes, famille de victimes, locataires, propriétaires occupants, commerçants, associatifs, parce que voilà, la loi n'est pas la même pour tout le monde, enfin pour chaque catégorie de personnes en termes de prise en charge. Et nous les avons accompagnés, ce qui est extrêmement difficile pour une famille qui ne connaît pas son droit, ses droits, qui est évacuée dans une situation d'urgence, dans un contexte post-Rudobagne avec 8 morts, parce qu'il y a du béton qui s'est effondré sur leurs voisins. C'est très difficile de se dire, je vais porter plainte contre mon propriétaire, contre mon syndic, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Tout en leur expliquant qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de dispositif créé, donc on ne savait pas comment ça allait se passer, tellement il y avait de personnes évacuées en même temps dans des situations toutes, mais vraiment catastrophiques et inhumaines, je tiens à le rappeler. C'était une situation de guerre, en fait, on ne comprenait pas, et je ne sais pas comment on a réussi à gérer, bon an, mal an, avec si peu de moyens, encore une fois, à l'époque, et si peu de personnes formées à ces situations d'urgence. Et ça, c'est pas moi seul qui le dit, Médecins du Monde le dit, etc., etc. Des personnes, en tout cas, qui sont habituées et dont le travail est de gérer ces misères au pluriel, qu'elles soient sociales ou autres, dans l'urgence absolue, en fait. Et donc, si vous voulez, une fois qu'on a dit ça, quand on parle de politique, quand on cite l'abbé Pierre, et on arrive l'année prochaine aux 70 ans de l'appel de 54. Et on peut faire le bilan de qu'est-ce qui s'est passé en 70 ans. Gouverner, c'est prévoir. Vous savez, moi, j'en parle dans mon livre. J'invite tout le monde à le lire parce que je suis assez fière, parce que les journalistes qui connaissent Marseille, qui bossent ailleurs, quand ils m'interviewent, ils me disent, Madame, votre document est historique, en fait. Votre livre est un document historique, mais on ne le sait pas encore. Et Oui. bon nombre d'élus, de gauche et de droite, enfin plus de droite, pour être honnête, selon lui, ils m'ont dit, ben, on s'est pris une gifle parce que c'est hyper pédagogique et nous-mêmes, nous avons beaucoup appris. Et peut-être parce que j'en viens de cette indignité, peut-être parce que je m'y suis plongée depuis 5 ans, corps et âme, et peut-être parce que, ben, à force d'y être plongée, je me suis perfectionnée, tant en termes de droit, tant en termes d'obligations architecturales, etc., etc., même si je reste humble et je suis pas architecte, je suis pas avocate, mais j'estime qu'aujourd'hui, j'ai acquis une expertise qui est précieuse. Vous savez, quand on veut évacuer un bâtiment, par exemple, je dis celui-là, il est peut-être en péril, qu'on l'évacue, ou un îlot, on va parler d'un îlot, ça va être plus simple.
ou une cité, ou vous appelez ça comme vous voulez. Et on se rend compte que sur 20 bâtiments, il y en a 15 qui sont sous arrêté de péril. Et qu'il y a 3 familles par étage. Ces étages, ces enfants, ces hommes et ces femmes, on va les mettre où en fait? Parce que quand on doit rénover, réhabiliter ou détruire et reconstruire un îlot, quel qu'il soit, un ensemble de bâtiments, ça prend en moyenne 10 ans Ouais. de le vider, de le détruire, de le reconstruire ou de le réhabiliter, ça prend en moyenne 10 ans. Pendant 10 ans, on met où ces gens? Il Mhm. n'y a pas ce qu'on appelle des logements tiroirs. Et si nous avions eu des politiques publiques depuis 50 ans, peu importe la majorité, que ce soit à Marseille ou ailleurs, parce que le focus est mis sur Marseille, mais je rappelle que ce problème de péril sur la ville concerne tout notre pays. Et que Après, régulièrement, malheureusement, nous on a avons des faits divers qui nous le rappellent. créé des situations qui sont presque vouées à l'explosion sociale, à l'échec, en fait, À une finalement. explosion sociale, parce que, si vous voulez, on entend de plus en plus aujourd'hui, et moi, ça me révulse et ça me met en colère. On entend les politiques, certains journalistes dire oui, mais voilà, vous avez des petits salaires, donc achetez des appartements et capitalisez. Et donc, il y a des gens qui sont persuadés par ça en se disant voilà, je vais acheter un petit appartement, il va se payer seul, je vais mettre un locataire, et voilà, dans 20 ans, j'aurai un revenu complémentaire pour ma retraite. Mais non, en fait. Parce que pour louer un appartement, il faut d'abord s'assurer que la location de cet appartement est possible parce que ce dernier répond aux normes légales. Parce que tout le monde ignore qu'il y a des normes légales en fait de location. Et Mhm. moi, je suis pour que quand on loue un appartement pour avoir un revenu, je suis pour que ces locations d'appartements, que ce soit un appartement ou un immeuble entier qu'on loue, répondent aux mêmes normes des établissements qui reçoivent des publics, en fait, des ERP. Mhm. Que ce soit du Airbnb, que ce soit un bail, etc., ces gens non seulement ne répondent pas aux obligations légales de base, et ils ne répondent pas aux établissements recevant du public, alors qu'ils reçoivent du public et qu'ils mettent en danger potentiellement du public. Et Mhm. aussi, lorsque ces propriétaires, c'est ce que j'appelle moi des petits propriétaires qui cherchent à capitaliser par un revenu complémentaire, non seulement ils ne sont pas au courant de la loi, et donc ils louent des biens qui ne devraient pas être loués, mais au-delà de ça, lorsqu'il y a, parce qu'un un arrêté de péril ne vient jamais d'un coup, en fait, c'est très très rare. Il y a d'abord des prémices, en fait, vous voyez, de choses qui vont pas. Ça commence à, il faut étayer juste la cage d'escalier. Sauf qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de trésorerie parce qu'ils ont compté sur le loyer pour payer le crédit. Et donc, un bien, c'est vivant. La pierre, c'est vivant. Le béton, c'est vivant, entre guillemets. Et tout ça bouge parce que la terre bouge elle-même. Les sols bougent. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà du réchauffement climatique, c'est une matière qui est vivante et qui doit être entretenue. Sauf que ce soit des marchands de sommeil, que ce soit des petits propriétaires, des petits salariés qui veulent capitaliser pour avoir un complément de retraite, ou que ce soit des bailleurs sociaux qui n'entretiennent plus les biens, un bien qui n'est plus entretenu entraîne très vite, ou à terme, de manière générale, du péril sanitaire. Et 10 fois sur 10, le péril sanitaire entraîne du péril structurel, d'une Euh, manière ou d'une autre. la chanson en fait de Zazie, en fait, dans une de ses chansons, Rue de la Paix, en fait, ça traite des inégalités, en fait, et des et de l'immobilier, en fait, qui est plus dur de se loger. Si vous étiez au gouvernement, quelles mesures immédiates vous prendriez pour appuyer le changement? Franchement, je vais être très honnête avec vous. Alors, un, s'ils veulent avoir les mesures, ils ont qu'à m'embaucher, parce qu'à un moment donné, la compétence, elle se paie. Et deux, franchement, il n'y a pas une mesure, en fait. C'est un ensemble de mesures. Je vais vous répondre la même chose que lorsque M. Macron est arrivé en septembre 2022, et qu'on m'a dit, Madame, qu'est-ce qui est le plus urgent? Le logement, les écoles, le transport? J'y vais tout, en fait. On ne peut pas vivre dans un taudis et aller tranquillement à l'école ou au travail le lendemain. Je vais vous prendre l'exemple d'une des délogées que j'accompagne, qui a été mise à la rue par son propriétaire et mise à la rue par la ville qui n'a pas assuré ses obligations légales. Cette dame dort dans un appartement qui est lui-même insalubre et vu qu'elle a été évacuée en urgence, elle n'a rien pris et elle a réussi juste à acheter avec ses petits moyens un matelas à chaque enfant, donc elle en a deux, et elle dort à même le sol, sur le Gerflex. Donc quand vous dormez à même le sol sur le Gerflex, sans matelas, sans drap, sans couverture, sans rien, que vous vivez avec des bougies chez vous parce que le logement social, il est abîmé, il y a plein de choses, il y a plein de problèmes d'inondation de ci, de l'autre, mais qu'il n'y a même pas en plus de la lumière. Comment vous voulez arriver fraîche et dispo pour faire vos études ou pour travailler? C'est pas possible. Et quand on parle de danger dans son logement, que ce soit un danger structurel ou sanitaire, il n'y a pas une mesure qui est urgente. Tout est urgent. Et il faut
qu'on ait le courage, d'abord de faire ce qu'on appelle de la réquisition. Vous savez, à Marseille, il y a 36 000 logements qui sont vides. Les propriétaires préfèrent payer une taxe de logement vide, qui est indexée sur la valeur locative, cadastrale, etc., etc., plutôt que de mettre aux normes pour certains, parce que, encore une fois, un bien qui est fermé et qui n'est pas entretenu, c'est un bien qui s'abîme, mais il n'y a pas 36 000 logements qui sont indignes. Et les seules personnes qui peuvent réquisitionner sont le préfet de région et le maire d'une ville. Donc moi, j'en appelle au courage politique de toutes ces personnes qui organisent des états généraux, qui appellent à renforcer la loi en matière de lutte contre les marchands de sommeil. Moi, tout ça, c'est des effets d'annonce. Parce que les lois existent, elles ne sont juste pas appliquées. Si les lois étaient appliquées dans nos pays, notamment par les collectivités et notamment pour ce qui me concerne sur le volet péristructurel par les communes, on pourrait éviter 40% des évacuations. Sauf que le droit n'est pas appliqué. Et peut-être que la première mesure la plus urgente, c'est d'obliger les collectivités, et notamment les maires, et d'obliger chaque personne compétente en la matière d'appliquer la loi et de respecter la loi. Donc, Kauter, on termine presque cette émission. En fait, est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce que vous souhaitez? En fait, c'est le mot de la fin. En fait, voilà, sur ce qui retrace notre échange ou un fait en fait qui vous interpelle en fait à ce jour. Et moi, je voudrais m'adresser à la fois aux politiques et aux habitants de notre pays. Je voudrais faire un appel très solennel à nos politiques, peu importe le parti, encore ça m'intéresse pas. Moi, mon parti, c'est mon pays, en fait. Vous savez, moi, quand les gens m'interpellent parce qu'ils sont en danger ou qu'ils se sentent en danger dans le logement, je leur demande ni leur origine, ni s'ils ont des papiers en règle, ni pour qui ils ont voté, quoi. Même s'ils votent FN, je vais les aider quand même. Je vais pas dire, ah, vous avez voté FN, vous êtes pas. Encore une fois, moi, je suis dans l'humain et pas dans la politique. Et donc, tous ces gens qui sont complètement déconnectés par la réalité et qui nous appellent tous à faire communauté de citoyens et qui ne font en fait que jeter, non pas de l'huile, mais de l'huile bouillante sur le feu et qui ne font que créer du feu et l'alimenter encore plus pour qu'il grandisse de plus en plus. Je demande à ces gens de venir passer une journée avec moi et de visiter et de constater de leurs propres yeux dans quoi vivent leurs concitoyens, qu'ils aient voté pour eux ou pas, ou qu'ils n'aient pas voté tout court. Et après avoir passé une journée entière dans ces conditions, sans y vivre, juste en visitant, je veux les regarder droit dans les yeux et qu'ils répondent à la France devant les caméras comment des gens qui vivent autant de mépris, qui sont autant enclavés, qui vivent, qui naissent, qui grandissent et qui meurent pour certaines et pour la majorité dans des conditions de vie qui ne sont pas dignes de notre République ni de la puissance mondiale que nous sommes. Comment voulez-vous que ces gens, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux, se sentent faire partie de notre communauté de citoyens? Ça, c'est Entendu. la première chose. Et la deuxième chose, je fais aussi un appel aux citoyens à leur dire, informez-vous sur vos droits. Faites-vous accompagner par des personnes compétentes et soyez acteurs de vos propres vies. N'attendez pas qu'un travailleur social, qu'un politique, qu'un messie fantasmé qui ne viendra jamais vous sauve et fasse en sorte d'améliorer votre vie. Vous êtes le principal acteur de votre propre vie et soyez le changement que vous voulez être, ce changement positif que vous méritez tous. Ne déléguez votre vie et le changement de votre vie à personne. Exigez à ceux qui sont en poste, tout en ayant la même exigence à votre rencontre, à vous-même, de vivre dans la dignité. Créez les conditions pour et mettez vos responsables politiques en face de leurs responsabilités. Merci Kauter en fait pour votre disponibilité et votre franc-parler, hein, ce qu'on peut dire en conclusion de cette émission consacrée au logement, mais pas que, la misère sociale, en fait, les combats en fait modernes, c'est que ce dernier est primordial en fait dans la gestion d'un pays, que de se loger décemment, de loger décemment son peuple permet de l'intégrer efficacement. N'était-ce finalement, tous bords politiques confondus, un facteur de réussite sociale. Les ondes clandestines touchent à leur fin. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve quant à moi à très bientôt pour un autre épisode des univers de la sécurité. Merci Kauter. Merci Aurélien.